Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 3 questions sûres pour ce nouvel épisode consacré aux élections du CSE post-Covid. En effet, avec la crise sanitaire, il est apparu que l'on ne pouvait pas procéder aux élections professionnelles avec de très nombreux salariés en télétravail ou en activité partielle. Nous vous avons donné la parole sur le sujet. Vous avez d'ailleurs encore été très nombreux à nous poser vos questions et nous vous en remercions. À mes côtés, pour répondre aux 3 questions sélectionnées, j'ai le plaisir de recevoir François Vellot, rédacteur en chef du feuillet hebdomadaire. Bonjour François. Bonjour Marianne. Alors François, je vous propose de commencer avec la question de Renaud, DRH. Il nous demande quel a été l'impact de la crise sanitaire sur les élections professionnelles. Eh bien l'impact, c'est qu'on a gelé les processus électoraux. Parce que, comme vous l'avez dit, ça n'avait pas vraiment de sens d'organiser les élections alors que vous avez une bonne partie des salariés qui sont tout simplement absents de leur travail, qui sont en télétravail ou en activité partielle. Donc le gouvernement a pris une ordonnance du 1er avril 2020, qui est entré en vigueur le 3 avril, cette date a son importance, et qui a donc gelé les processus. Alors il y a 2 situations à prendre en considération. Je vais parler très rapidement de la première parce qu'elle ne pose pas vraiment de difficultés. Ce sont les entreprises qui devaient organiser les élections après le 3 avril 2020. Donc elles n'avaient encore rien fait. Donc là, ces entreprises ont été temporairement dispensées d'organiser les élections. Donc elles n'ont rien fait, voilà, tout simplement, elles n'ont pas bougé. Et la règle, c'est qu'elles vont pouvoir lancer les processus à partir du 24 mai. 24 mai parce que tout simplement, c'est la fin de l'état d'urgence. L'état d'urgence a pris fin le 23 mai à minuit. Donc ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième situation qui est un peu plus délicate, ce sont les entreprises qui, au 3 avril, étaient en cours de processus électoral. Bon, là, c'est plus compliqué. Donc les élections professionnelles, pour rappel, c'est une succession d'étapes. C'est-à-dire que vous allez informer le personnel des élections. Vous allez inviter les syndicats à négocier le protocole, vous allez négocier le protocole, organiser le premier tour, le second tour, proclamer les résultats, faire votre PV. Bon. Alors ce qu'elle a dit, cette ordonnance du 1er avril, c'est vous prenez la date du 3, vous partez 3 semaines en arrière, ce qui vous amène au 12 mars. 12 mars, c'est la date de l'allocution d'Emmanuel Macron qui a annoncé qu'on partait en guerre. Ce fameux jeudi. Oui, voilà, exactement. Et sur cette période de 3 semaines, vous prenez la dernière opération électorale effectuée, la plus proche du 3 avril. Et c'est à cet instant-là que vous gelez le processus. Donc typiquement, vous avez invité les syndicats à négocier le protocole le 1er avril. Pour une réunion qui devait se tenir le 6, eh ben, on gèle le processus au moment de l'invitation des syndicats. C'est la dernière opération que vous avez réalisée. Et quand vous allez reprendre le processus, eh bien, vous allez mener votre première réunion de négociation du protocole et ainsi de suite. Et les entreprises ces entreprises donc, qui ont dû geler les opérations vont reprendre le processus électoral à compter du 1er septembre. Alors pourquoi le 1er septembre? Parce que sans doute le gouvernement s'est dit que ça n'a pas vraiment de sens de reprendre les opérations électorales alors qu'une bonne partie des salariés à ce moment-là sera en congé payé. Donc voilà, mais toujours est-il que grosso modo, dans le pire des cas, on aura eu jusqu'à 5 mois d'interruption dans le processus électoral. Merci pour ces premières précisions. Alors la deuxième question. Elle nous a été posée par Sylvie, représentante du personnel, la voici. Peut-on aménager ce calendrier? Oui, alors on parle donc bien des entreprises qui ont interrompu le processus. Alors initialement, il n'y avait pas d'aménagement possible, on reprenait les opérations à compter du 1er septembre. Et puis le gouvernement s'est sans doute dit que c'était quand même un petit peu idiot finalement de ne pas laisser la main aux entreprises qui voulaient reprendre plus tôt. Donc il y a une deuxième ordonnance qui est parue, une ordonnance du 17 juin 2020 qui a dit, bon voilà, les employeurs qui le souhaitent peuvent anticiper la reprise du processus électoral au plus tôt le 3 juillet et jusqu'au 31 août. Le 1er septembre, on part dans le régime normal. Donc à partir du 3 juillet, ils peuvent reprendre. Et c'est une décision de l'employeur. La seule chose qu'il doit faire, c'est en informer les salariés et les syndicats au minimum 15 jours avant la reprise du processus électoral. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un dispositif extrêmement simple. C'est l'employeur qui décide ou non d'anticiper la reprise du processus électoral et il est simplement tenu à une obligation d'information. Très bien, merci. Troisième et dernière question qui est posée par Sébastien, représentant du personnel également, qui souhaite savoir quelle particularité présentera ce scrutin. Alors, en fin de compte, ce sera un scrutin comme les autres, tout simplement. La seule différence notable, disons, c'est sur les conditions d'électorat et d'éligibilité. La condition d'électorat, pour voter aux élections professionnelles, il y a un certain nombre de conditions. Alors notamment, il faut avoir au moins 16 ans, il faut avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Si vous voulez vous présenter aux élections, il faut avoir au moins 18 ans, il faut avoir au moins 1 an d'ancienneté. Bon bref, voilà. Je ne les passe pas toutes en revue.
Et disons qu'en temps normal, on apprécie les conditions d'électorat et d'éligibilité au premier tour des élections professionnelles et c'est tout. On le fait à ce moment-là et pour la totalité du processus. Sauf que là, il se sera écoulé tellement de temps entre le premier et le second tour que, par exception, on a décidé qu'on allait vérifier les conditions d'électorat et d'éligibilité au premier tour, puis à nouveau au second tour. Ce qui va donner des trucs assez curieux, puisque par exemple, vous n'avez pas voté au premier tour parce que vous n'aviez pas vos 3 mois d'ancienneté, et puis arrive le second tour, il s'est passé tellement de temps que là, vous avez vos 3 mois d'ancienneté. Donc vous n'allez pas voter au premier, mais voter au second tour. Voilà, donc sous cette réserve, ce sera un scrutin finalement comme les autres. Sa principale particularité, c'est qu'il aura été étalé vraiment sur une très longue durée, quoi. Est-ce que j'imagine qu'on peut retrouver toutes ces informations dans le feuillet hebdomadaire, peut-être du mois de juin, juillet? Bien sûr, sur plusieurs numéros, en fait, parce qu'il y a eu les ordonnances se sont succédées, donc tout ça est disséminé sur tout un tas d'articles, voilà, tout au courant sur les périodes de mai-juin, quoi. Très bien, nos abonnés pourront s'y retrouver. Merci François pour vos éclairages, ravi de vous avoir reçu sur notre plateau, j'espère à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode avant la coupure estivale, épisode qui sera consacré au RGPD et aux ressources humaines. Pensez à guetter votre newsletter pour nous poser toutes vos questions. À bientôt.